D'abord, je voudrais vous remercier pour l'intérêt que vous accordez aux questions qui sont traitées par le Parlement de notre pays. Nous avons effectivement fait une proposition de loi depuis bientôt 2 ans, une proposition de loi qui traite de la question du statut juridique des artistes dans notre pays. Il faut dire qu'il existe un vide juridique sur la question de la professionnalisation du métier des artistes ou des métiers dans le secteur culturel. Mais ce n'est pas une question spécifique au Congo. En France, le législateur français n'a pas pu, à l'époque, intégrer dans le cadre de la sécurité sociale et même de la retraite, le secteur culturel. C'est pour ça qu'ils ont intégré un terme qu'on utilise beaucoup en France, on parle des intermittents du spectacle. Intermittents aussi à cause du caractère intermittent ou cyclique de l'activité dans le secteur culturel. Et donc, la proposition de loi vient répondre à ce besoin des artistes, des culturels, le besoin pour nous de reconnaître leur activité comme étant un secteur professionnel, comme étant un métier. Il s'agit dans cette loi de structurer le secteur, structurer et organiser le secteur culturel afin de permettre à ce corps de métier d'intégrer le circuit économique, le circuit social de la dimension du secteur culturel. Au fond, pour dire simple, nous avons beaucoup utilisé la culture dans notre pays, nous l'avons beaucoup vue sous le prisme de sa valeur d'usage. Nous avons pensé la culture comme étant un moment simplement de jouissance. Nous avons vu les culturels comme étant simplement des acteurs qui nous permettent de rire, de se détendre. Nous avons pensé qu'il était temps que nous puissions voir la culture sous le prisme de sa valeur d'échange ou de sa valeur marchande. C'est-à-dire, lorsqu'on fait le budget du Congo, le pétrole apporte quelque chose, le bois apporte, l'agriculture apporte. Désormais, le secteur culturel devra également apporter dans le calcul du produit intérieur brut ou dans l'élargissement de l'assiette fiscale de notre pays. Oui, je vous explique. L'article 37 ou 137, entre les deux, du Code général des impôts dans notre pays stipule que tout revenu de source congolaise doit obligatoirement subir un retrait d'impôts. Mais si le législateur valide ça dans le Code général des impôts, ça voudrait dire que les impôts, le secteur ou les services des impôts se disent, quand on dit tout revenu de source congolaise, cela veut dire que ces personnes-là ont un statut pour le ministère de l'économie et des finances. Mais dans le cadre du Code du travail, le secteur culturel n'existe dans aucune nomenclature. Deuxième chose, l'impôt au Congo est déclaratif, sauf pour les fonctionnaires. Sinon, même les entreprises privées, elles-mêmes, vont déclarer leurs impôts. Troisième chose, en ce qui concerne le secteur culturel, nous disons que le calcul sera fait de façon spécifique ou particulière, puisque un artiste peut faire 4 mois sans prester. Mais un fonctionnaire de l'État, on considère qu'il est au service du lundi au vendredi. Ça voudrait dire que le calcul de l'impôt pour le fonctionnaire de l'État ou même de la sécurité sociale et le calcul du secteur culturel, ça ne sera pas pareil. C'est pour ça que nous disons que dans l'écriture des textes réglementaires ou des textes d'application, nous allons travailler, réfléchir pour voir la spécificité de ce secteur. Nous avons parlé d'un statut. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Vous aurez ce qu'on appelle par des managers ou impresarios.
qui en réalité sont des chefs d'entreprise. Vous avez donc le manager, vous avez un orchestre. Le manager gère les intérêts de l'orchestre. Mais le manager n'est pas forcément le responsable de l'orchestre. Le responsable de l'orchestre, je prends un exemple, permettez-moi. Kevin Bwandé ou Roga, ce sont des leaders de leurs groupes respectifs. Lorsque demain la loi a été votée à l'Assemblée, lorsque la loi sera votée au Sénat, lorsque la loi sera promulguée, lorsque les textes d'application verront le jour, on demandera à Roga et à Kevin Bwandé d'aller se faire enregistrer dans le registre du commerce. Est-ce que ça sera une SARL selon les statuts juridiques? Est-ce que ce sera des établissements? Est-ce que tout au moins, ils auront un new demain, reconnu donc comme chef d'entreprise. Ensuite, une fois reconnu comme chef d'entreprise, on considère que les accompagnateurs de leur groupe, ceux qui jouent à la guitare, ceux qui jouent au synthé, ceux qui jouent au tam-tam, ce sont des salariés. Mais si ce sont des salariés, ils doivent désormais avoir des fiches de paye. Des fiches de paye de façon cyclique, c'est-à-dire une fiche de paye par prestation ou par activité. C'est-à-dire que le drummer, avant de monter sur scène, il sait que je monte sur scène pour gagner tant. Il y a tant qui partiront pour la sécurité sociale, il y a tant que je cotise pour ma retraite. Ça ne se passera plus comme ça se passe aujourd'hui où le chef d'orchestre fait selon la tête du client. Alors une fois fait comme ça, il reviendra au chef d'orchestre d'aller reverser les parts prélevées auprès des services des impôts. C'est comme moi si je suis employé dans une société, ce n'est pas moi en tant qu'employé qui paye directement les charges auprès des services financiers. C'est l'entreprise qui fait un retrait et l'entreprise reverse. Donc, les orchestres seront structurés. Ils sont enregistrés au niveau de la chambre de commerce ou du CFE, je crois que c'est comme ça qu'on appelle ça, le CFE. Ils sont enregistrés. L'entreprise est enregistrée selon un statut, selon les exigences de chaque chef d'entreprise. Les collaborateurs de ces groupes sont considérés comme des salariés. Et ça sera la même chose pour tous ceux qui sont dans ce secteur. Ils sont là-dedans. Le peintre, lorsqu'il vend son tableau, aujourd'hui, quand vous allez à Poto-Poto, vous achetez un tableau, on ne vous donne pas de reçu, on ne vous donne pas de facture. Nous avons encouragé l'activité informelle. C'est un manque à gagner pour la République. Et ce peintre-là, les frères qui sont tout au long des espaces, mais ils occupent l'espace public. Attention, lorsqu'on parle de l'exigence de la lutte contre la fraude, de l'exigence de la lutte contre les antivaleurs, mais ce n'est pas seulement vis-à-vis des hommes politiques. Lorsqu'on va décider d'appliquer ça, mais ça touche chacun de nous. La maman qui vend les beignets sur l'espace public, c'est un espace public, mais elle fait du chiffre d'affaires. Elle devrait reverser quelque chose ou à la mairie. Lorsque vous avez une facture, moi je suis chef d'entreprise, donc je sais de quoi je parle. Lorsque vous avez une facture, vous avez la TVA qui sert pour tout le monde, qui revient donc aux impôts. Mais vous avez en plus 5% qu'on appelle le centime additionnel, qui revient donc à la mairie. Et donc, demain, lorsque tout ça sera structuré, vous avez parlé des peintres, vous avez bien fait, cela voudrait dire que lorsqu'un peintre vend son tableau, il fait une facture, dans sa facture, il inclut la TVA, il inclut les centimes additionnels, cependant, il est maître de lui-même. S'il veut se garantir une retraite, il va faire une déclaration au niveau des services des impôts. Il est libre. Non, la loi vient pour les aider. Mais je dis encore, ils sont dans l'activité privée. La loi, notre rôle, c'est de travailler à créer les conditions objectives pour chaque enfant
de la République. Ceux qui ne se conformeront pas à la loi seront, entre guillemets, hors la loi, avec les conséquences qui vont avec. Mais la loi vient en réalité régler le problème de... Écoutez, je vous reprends un exemple. Regardez dans la vie de tous les jours de nos orchestres. Je parle principalement des orchestres. Vous allez vous rendre compte que le leader de l'orchestre, c'est lui qui gagne tout. C'est lui qui décide de tout. C'est lui qui signe les contrats. C'est lui qui négocie les contrats. C'est lui qui gère les recrutements. C'est lui le directeur financier. Mais tout ça, ce sont des emplois. Des emplois. Mais comme les gens sont dans l'informel, les gens n'occupent pas ces emplois. Et quand on fait le point, on dit le chômage au Congo auprès de la jeunesse est élevé à tel niveau. Mais on ne fait pas ce calcul-là. Ce sont des emplois. Celui qui joue au tam-tam dans un orchestre, mais c'est un emploi pour lui. Nous avons travaillé avec plusieurs structures ou corporations qui régissent du secteur culturel. Il faut comprendre que dans la rédaction ou dans le vote d'une loi au niveau du Parlement, ça obéit à une logique, à un cheminement. Lorsque je suis l'initiateur de la loi, j'écris donc au bureau de l'Assemblée nationale pour dire j'ai une loi, une proposition de loi. Parce que les députés font des propositions de loi, le gouvernement fait des projets de loi. J'écris donc au bureau de l'Assemblée. Le bureau de l'Assemblée envoie cette proposition de loi dans une commission qu'on appelle la commission des lois, qui est gérée par mon grand frère, l'honorable Sabaï. Et là-dedans, vous avez également mon frère, l'honorable Exaucé Ibam, et bien d'autres. Alors, lorsque la loi arrive, ou la proposition de loi arrive dans cette commission des lois de l'Assemblée nationale, qui est un organe technique, juge de la recevabilité ou non de la loi. Lorsque cette commission dit oui, la loi peut être reçue, ça prend un deuxième filet, dit bon, on oriente auprès de telle ou telle commission, selon le contenu du document. En ce qui me concerne, après donc la commission des lois, le document a été transféré auprès de la commission éducation et culture. Au niveau de la commission éducation et culture, l'initiateur de la loi est convoqué, il est écouté, ce qui a été mon cas. Le ministre de tutelle, donc le ministre concerné, mon papa, le ministre Moyongo, a été auditionné. L'UMC, l'Union des musiciens congolais, a été auditionné. Monsieur Ugandaï, commissaire général du FESPAM, a été auditionné. Monsieur Ferréol Ngasakis, je crois ancien commissaire du FESPAM, aujourd'hui député, un grand culturel, a été auditionné. Le directeur du CEFRAD a été auditionné. Le directeur de l'école de peinture de Poto-Poto a été auditionné. Il y a une structure culturelle gérée par le ministre d'État, mon papa Henri Njombo. L'UNEAC a été auditionné. Alors, vous voyez, je vous ai cité là près de 5 ou 6 structures avec des personnalités de poigne qui sont, pour moi, des connaisseurs dans le secteur culturel. Ils ont été auditionnés. Ils ont apporté des amendements. Aucune œuvre humaine n'est parfaite. Et d'ailleurs, c'est l'occasion pour moi de remercier, de féliciter mes collaborateurs qui m'ont accompagné, qui m'ont aidé à la rédaction de cette proposition de loi, de remercier tous les experts, le gouvernement et toutes ces personnes citées qui ont apporté leurs amendements, de remercier la commission éducation et culture avec le président Ngoulou, qui eux également ont apporté la dernière touche pour donner naissance à cet enfant qui est un enfant commun. Et donc, voilà les différentes étapes par lesquelles la proposition de loi est passée. C'est que désormais,
le secteur culturel va passer de l'informel vers le formel. C'est une exigence du président Denis Sassou Nguesso dans son projet de société, la marche vers le développement, allons plus loin ensemble. Qu'est-ce qui va changer? Quel est l'impact? L'impact est aussi fiscal, puisque désormais tous ces orchestres, tous ces peintres, les écrivains seront considérés comme des chefs d'entreprise, ce qui voudrait dire une inscription au registre du commerce. Ce qui voudrait dire que demain, ils paieront des impôts. Mais lorsqu'ils paieront des impôts, ces impôts ne vont pas dans l'assiette de M. Motom. Ça contribue à l'élargissement de l'assiette fiscale. Demain, lorsqu'on fera le point de l'apport de chaque secteur d'activité du pays, on tiendra compte du secteur culturel. C'est un impact. Quel est l'impact sur la vie sociale des artistes? C'est que désormais, ils auront droit à une sécurité sociale. Tenez, Papa Wemba est mort sur une scène. C'est un accident de travail. Mais si ça se passe aujourd'hui au Congo, un artiste, je ne le souhaite pas, qui meurt sur une scène, cher ami, on le prend, on va remettre à sa famille. Ou bien bizarrement, on va aller interpeller celui qui a fait organiser le concert. Pourtant, le monsieur est sur un lieu de travail. Mais pourquoi ça se passera comme ça? Mais parce qu'il n'y a aucune réglementation dans ce sens. Or, demain, ayant droit à une sécurité sociale, si un cas de figure pareil arrive, on va considérer que l'artiste est mort sur son lieu de travail. C'est un accident de travail. Ça peut être un cas qui nécessite une évacuation sanitaire. Contrairement à ce que les gens pensent, nos services de la sécurité sociale fonctionnent correctement. Il peut y avoir quelques petits soucis, ça ne manque pas, mais j'ai eu l'occasion, en travaillant sur la loi, de regarder un peu comment ça se passe. Il y a beaucoup de Congolais qui cotisent, mais qui bénéficient des évacuations sanitaires et autres. Donc, vous voyez là qu'il y a un impact. Imaginez mon vieux chairman, Jacques Oyo. Vous savez ce qu'il a été pour la culture ou pour la musique dans notre pays. Imaginez si la loi existait depuis 20 ans ou 30 ans et que chaque fois que le vieux chairman faisait des prestations, il y avait une rétrocession auprès des services des impôts, une cotisation au niveau des services de la sécurité sociale. Mais aujourd'hui, même si c'est 150 000, il les aurait eu. Ancien ministre de la Culture, il m'est arrivé de payer des ordonnances des artistes de 10 000 francs, de 15 000. Mais s'ils avaient un statut il y a 30 ans, 40 ans, ils n'auraient pas connu ces problèmes. Donc, ça change fondamentalement le secteur culturel. C'est une base que nous venons de poser, qui n'est pas parfaite, et bien les autres viendront continuer le travail. J'ai dit qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite. À la dimension de la loi aujourd'hui, le second travail, c'est faire que la loi passe au Sénat. Après le Sénat, travailler en connivence avec le gouvernement pour que la loi soit promulguée. Une fois la promulgation de la loi, travailler pour la rédaction des textes d'application. Ça relève de la charge du ministère de la Culture. Mais nous, en tant qu'initiateurs de la loi, nous sommes disponibles à travailler avec le ministère de la Culture pour la rédaction des textes réglementaires. Mais là encore, ça ne suffira pas. Parce que les lois, nous en avons. Il faut veiller à l'application des lois. Écoutez, la loi votée aujourd'hui au niveau du Parlement, c'est la victoire de tous les parlementaires du Congo. Ce n'est pas la victoire de M. Motom, ce n'est pas vrai. Parce que M. Motom n'a pas réfléchi seul. M. Motom n'a pas la science infuse. On félicite aujourd'hui M. Motom simplement parce que M. Motom a été le porteur de la loi. Mais derrière, il y a beaucoup d'héros dans l'ombre. Donc, bon, les félicitations
je les reçois et je les redirige vers toutes les équipes qui ont concouru à la rédaction de la loi, qui ont concouru au vote de la loi, mais je félicite également le gouvernement qui nous a accompagnés, qui a été à nos côtés. Au fond, c'est rien d'extraordinaire. La constitution de notre pays donne la possibilité aux députés de faire des propositions de loi. Lorsque de l'extérieur, on doit noter la cadence démocratique de notre pays, si on veut noter la dimension démocratique de notre Parlement, mais dans la note, l'une des questions que les gens se poseront sera combien de propositions de loi les députés ont fait? Combien de projets de loi le gouvernement a fait? Lorsque on fera ça, il serait bon que du côté du Parlement, que le poids soit quand même à un certain niveau. Donc, la Bible dit, Apollos a arrosé, Paul a semé, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître la plante. Donc, nous sommes convaincus que d'autres parlementaires férus auront également des propositions de loi à faire. Le plus important, ce n'est pas que ça s'appelle loi Motom. Le plus important, c'est l'impact de nos réflexions sur la vie des Congolais. Le président de la République nous invite chaque jour à réfléchir sur les actes que nous posons. Que faisons-nous pour que la vie de 2, 3, 4, 5 Congolais change tant soit peu? En tout cas, moi, en ce qui me concerne, voilà ce qui fait l'objet de mes réflexions, nuit et jour, à tout venant. Comment faire pour changer la vie des artistes? Comment faire pour impacter la vie des artistes? Nous sommes allés plus loin dans la proposition de loi. Nous avons même réglé la question de la libre circulation des biens et des personnes. Aujourd'hui, c'est une question récurrente dans notre communauté. Nous sommes allés très loin dans la loi. Lorsque vous fouillerez, vous verrez que nous avons parlé même donc de la possibilité de tous les artistes, tous les culturels qui sont dans la zone CEMAC ou même dans la zone de la CEAC, puisque la CEMAC est intégrée dans la CEAC, ils auront la possibilité de venir faire des prestations ici, comme s'ils faisaient ces prestations dans leur pays respectif. Donc, nous restons disponibles. Nous attendons qu'un certain nombre d'échéances avancent pour commencer à communiquer de façon un peu plus pragmatique sur cette proposition de loi.